C'est reparti pour un autre bel épisode du Carnet du Manager Balado. Je vous rappelle que tout ça est possible grâce à nos partenaires que je voudrais absolument saluer maintenant, entre autres lepointdevente.com. Lepointdevente.com est un système de billetterie et de gestion d'événements qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, à l'écoute des organisateurs depuis 15 ans, en plus d'être une entreprise d'ici. Lepointdevente.com est bâti d'une équipe de passionnés de l'événementiel et offre des solutions sur mesure, s'adaptant aux différents besoins des diffuseurs et artistes. C'est simple, flexible et sécuritaire. La plateforme permet de vendre des billets et générer des revenus pour votre événement en quelques clics seulement. Quand on veut une billetterie de confiance, on pense à lepointdevente.com. N'hésitez pas à les contacter. Et je remercie un autre de nos partenaires annuels, Desjardins Caisse de Québec. La Caisse de Québec, c'est notamment une équipe de 12 administrateurs, près de 120 employés et qui accompagne plus de 53 000 membres au quotidien. Et pour continuer dans les chiffres, la Caisse Desjardins de Québec a versé en 2023 un montant record de 1,1 million de dollars pour soutenir concrètement 167 projets, événements et organismes de notre communauté. On est vraiment fiers de compter sur le soutien d'une caisse super impliquée dans son milieu pour les arts et correspondant directement à notre mission d'outiller les artistes et d'inspirer le grand public. Prenez le temps d'aller visiter caissedequebec.com. Mario Pelcha, toujours un plaisir que de te croiser. Merci d'accepter de faire ça, de venir jaser, de faire un peu ton parcours, retracer ta carrière qui dure depuis maintenant plus de 40 ans. Ça te fait-tu mal quand on... Oui, ça fait 44 ans. Quand même. Ouais. Puis ça dure encore, puis tu fais encore des spectacles. J'ai le sentiment que ça fait plus que ça, parce que, tu sais, j'ai commencé, j'avais 9 ans. C'est magnifique quand même de pouvoir durer pendant autant d'années puis être encore aussi actif, puis de tourner, puis tu as toujours des nouvelles idées pour des nouvelles tournées. Tu te laisses aussi vraiment emballer par d'autres talents. Mm-hmm. C'est bien avant que tu sois coach à la voix que ça existait, ça, pour toi. Ça m'a toujours fait triper. J'ai toujours carburé. C'est ma phrase. J'ai tout le temps carburé au talent des autres. Je l'ai dit souvent. Mais c'est vrai. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que c'est parce que tu vois plus de talent chez les autres que chez toi? Probablement. Probablement. J'ai eu, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question, ce que tu dis là. J'ai un gros... En fait, j'aurais pu aller plus loin que ça. Et à cause de mon insécurité, de mon sentiment parfois d'infériorité, j'ai jamais osé. Ça m'a pris du temps avant d'oser. J'avais 35 ans quand j'ai décidé de prendre ma destinée en main. Et ça, on va en parler parce que je pense que ça vient un peu avec l'album 7. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais tu sais, il y avait déjà plusieurs années de passé, là. Et il y en a qui arrivent dans le métier et qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ils perdent pas de temps. Tu sais, si tu arrives à 17-18 ans et que tu sais déjà vers quoi tu veux aller, puis ce que tu as en tête, j'en croise, moi, des jeunes artistes, là, qui me demandent conseil, puis je leur dis, par exemple, s'ils sont de jeunes producteurs, là, faut que tu deviennes membre Soproc, puis ils me répondent, c'est fait. Oh, bravo! Tu sais, ils sont avisés. Mm-hmm. C'est un exemple de comment enregistrer leurs chansons et tout ça, ils le savent. Moi, je savais pas ça. Là, je suis arrivé du Lac-Saint-Jean, puis il n'y avait pas d'école, tu sais. Là. Alors, ça m'a pris du temps avant de comprendre les rouages du métier et avant de me faire confiance et d'avoir confiance en moi. Mais c'est arrivé un peu comme t'as pas eu le choix. Puis ça, on va en parler, c'est sûr et certain, parce qu'à un moment donné, tu fais confiance à des gens dans ton entourage, puis cette naïveté-là t'habite parce que t'as commencé tellement jeune, les gens se sont occupés de toi tellement tôt. Ben, c'était le modèle du show business à l'époque. Tu sais, t'arrivais dans une maison de disques, on te prenait en charge, il y avait le producteur, mais il y avait un directeur artistique, il y avait quelqu'un qui s'occupait des relations de presse, donc c'est encore comme ça, là, mais je veux dire, l'artiste avait rarement son mot à dire. Tu sais, moi, les premières années, là, je choisissais pas mes chansons, tu vas chanter ça, tu vas t'habiller de même, tu vas te présenter à la télé, on va te faire un look. C'est comme, puis moi, ben, c'était ça.
Alors, je me laissais T'étais un outil. là-dedans, tu sais. À un moment donné, là, j'ai allumé quand un jour j'ai fait un disque et j'ai entendu les mix finaux. Puis c'était ça, puis j'ai été mis devant le fait accompli, puis j'écoute ça, puis j'aimais pas ça. Puis il était trop tard, c'était ça. Ça a Là, marché comment, ça? ce disque-là? Aberrant totalement. J'ai dit, mais oui, non, j'aime pas ça, ce que j'entends. Ça a-tu marché? J'ai pas pu, c'est sorti de même, puis il n'y a rien eu. Non, mais je veux dire, est-ce que ça s'est vendu? Est-ce que c'est un disque qui a moins marché. C'est l'album C'est la vie qui a suivi Pelcha, là, avec Pleurs dans la pluie, tout ça. Mm-hmm. Il a quand même marché, là. On a vendu 100 000 versus 250. C'était comme un flop. Mais c'est fascinant, ça. Tu sais, aujourd'hui, tu vends 100 000, là. C'est On serait extatique, là. Tout le monde serait content, là. Je l'étais aussi à l'époque, là. Tu sais, mais Tu l'assumais moins, maintenant. Quand je dis j'aimais pas ce que j'entendais, c'était pas pourri, mais c'était pas mon goût. Il y avait trop de reverb, il y avait... La production, c'était pas ça. Il y avait des passages où j'aurais mis, tu sais, on appelle ça les camps, là, tu sais, quand on fait 2-3 prises, puis là, ben, on va aller chercher un bout ici, puis ça, puis pour trouver la meilleure partie de la chanson, puis c'était pas mon goût, puis... alors, si j'avais eu mon mot à dire, j'aurais travaillé avec le technicien en studio durant le mix, et puis durant les camps, puis j'aurais participé, tu sais. Puis c'est comme si là, j'ai allumé et j'ai décidé de me produire moi-même à ce moment-là. Bien, on va revenir un peu avant ça parce que justement, la musique fait partie de toi depuis toujours. Non, c'est parfait. Je trouve ça le fun parce qu'on va pouvoir aller gratter là-dedans un peu puis comprendre aussi le chemin que tu as pris. Tu es tout jeune, tu chantes avec Joanne à ce moment-là, beaucoup. On en a déjà parlé, toi et moi. Malheureusement, la vie a fait en sorte que tu es décédé, puis tu t'es retrouvé devant le premier, peut-être la première adversité de ta carrière et de la vie aussi. Puis il y en a eu beaucoup de l'adversité dans ton parcours. Beaucoup, oui. Vraiment, de façon personnelle, mais aussi, je trouve, professionnelle. Je pense que tout le monde en a, là, mais... Oui, mais je trouve que tu as une carrière qui est riche dans ça aussi. Puis je pense que ça a bâti la personne que t'es puis l'artiste que t'es aujourd'hui. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Exact. Donc, à ce moment-là, toi, tu te retrouves devant le deuil, puis la passion, déjà tout jeune, tu sais plus si tu l'as vraiment pour chanter. Mais c'est fort, là. Je dois dire honnêtement que ma sœur l'avait plus que moi. Moi, je chantais parce que c'était un divertissement, puis parce que j'avais l'impression, quand je faisais ça, que j'avais l'approbation de mon père. Parce que mon père aime ça que je sois un sportif, puis que je joue au hockey. Papa, c'était un joueur de hockey. As-tu des aptitudes sportives? Pas des aptitudes. J'ai jamais joué au hockey. Et mon frère qui m'a suivi, c'était un bon joueur de hockey. Donc, papa a acheté son dévolu sur lui. Puis moi, ben, j'étais plus avec ma mère, qui était une artiste. Alors, et ça, pour lui, il comprenait pas ça, tu sais. Puis... mais quand je chantais, parce que papa chantait, il avait une belle voix, il était fier, puis là, je trouvais l'approbation chez lui, tu sais. Tu sentais qu'il y avait une connexion. C'est ça. Et on a toujours besoin d'avoir d'être conforté, tu sais, dans notre famille d'abord, puis après ça, ben, ça déborde dans la ville, tu sais. Quand j'ai commencé à chanter, ben, il y avait un concours amateur qui revenait annuellement tous les étés. Puis c'était connu, tu sais, le présentateur, il avait une renommée, puis il y a quelques artistes qui étaient issus de ce concours-là. Donc, je voulais participer, mais j'avais pas l'âge. Et puis, mon père le connaissait bien, le présentateur, donc il a tout fait pour que je puisse y participer. Et le gars dit, ben là, il n'y a pas l'âge, puis il dit, je peux pas faire de passe-voix pour lui. Mais il dit, j'ai une idée. Et je vais le présenter comme invité d'honneur. Oh. Donc, il m'a présenté comme invité d'honneur, j'avais 9 ans. Ça prenait 12 ans pour participer. Alors, j'ai fait ça, ma première télé. Et quand je me suis vu à la télévision, waouh, là, ça a été comme vraiment une révélation. Mais ma sœur chantait aussi, et ma sœur, à un moment donné, a participé au concours, puis elle a gagné. Et puis, en fait, là, je suis en train je pense que je me trompe, j'ai gagné avant elle. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai participé, j'ai gagné. Et l'année suivante, elle a gagné.
Et donc, on s'est mis à chanter. C'est là qu'on a commencé à chanter ensemble en duo. Ma mère nous faisait pratiquer les harmonies, puis on captait ça assez rapidement. Et puis mon père est allé voir le directeur de la chorale à l'église, puis là, il a dit « Je veux que tu prennes mes enfants. » Puis dans la chorale, il n'y avait que des adultes. Et le directeur, c'était un monsieur qui avait un travail, tu sais, il faisait ça comme passe-temps, puis il s'investissait beaucoup là-dedans, mais il n'avait pas envie de travailler avec des enfants. T'sais, pour lui, c'était, selon lui, ça allait représenter, mais ça allait représenter plus de travail, tu sais. Ouais. Mais quand il nous a écoutés pas en entrevue, mais en audition, c'est un monsieur qui était assez austère. Il avait un visage austère, rare qui riait, mais là, il a esquissé un sourire. Et j'ai senti qu'il avait confiance. Donc, il nous a pris. On était les deux seuls de la chorale de l'église. Puis là, ça a été pas long qu'on est devenus les solistes. Puis là, ta sœur, elle voyait l'opportunité d'une carrière là-dedans? Chose que toi, tu voyais peut-être pas à ce Elle moment-là. aimait ça. Elle était passionnée. C'était une fille qui avait beaucoup de... Tu te souviens quand Céline Dion était jeune puis qu'elle pleurait tout le temps? Ouais. Elle avait une intensité telle que l'émotion... Quand une chanson était intense, elle partait à pleurer. Ma sœur était comme ça. Elle chantait quelque chose, elle vibrait à ce qu'elle racontait, puis souvent, les larmes venaient. Et ça touchait les gens. Tu sais, c'était comme, pour une si jeune fille, d'avoir autant d'émotions, autant d'intelligence et de compréhension du texte, ça impressionnait. Et donc, du coup, les gens avaient beaucoup plus il y avait plus d'attrait vers Joanne parce qu'elle avait un entre-genre, parce qu'elle était proche du monde, elle aimait communiquer avec le monde, alors que moi, j'étais plus en retrait. C'était ma grande sœur, hein, elle était plus vieille que moi, puis je n'osais pas prendre ma place. Alors, quand on a commencé à chanter ensemble, je la laissais quand même tout le temps prendre le devant, le lead. Et j'avais le sentiment que c'est elle qui aurait envie de faire une carrière un jour. Parce que moi, je sentais plutôt que c'était un plaisir. Tu sais, c'était un passe-temps. Puis on gagnait des sous en plus. On nous payait pas cher, là, mais Ben quand même, donnait 5 une belle façon de faire de l'argent de poche. C'est ça. Et puis à un moment donné, elle s'est mise à dire, un peu avant de tomber malade, elle s'est mise à dire, moi, je ferais pas ça. Moi, je vais avoir une famille, je vais avoir des enfants. Puis Ah ouais. elle s'est mise à dire, toi, tu vas faire ça. Toi, t'es faite pour ça. Et quand elle est tombée malade, là, elle me l'a dit encore plus. T'sais, elle m'encourageait à continuer. Il faut pas que tu arrêtes. T'es faite pour ça. Puis moi, j'aurais pas pu faire ce que... As-tu senti à un certain moment donné que ça te mettait une pression parce que ta sœur te l'avait dit, puis là, elle était plus là? Puis Non. Tu le faisais pour quelqu'un d'autre? Ben, au contraire, je me suis dit peut-être qu'elle voit quelque chose que moi, je vois pas. Et non, ça m'a encouragé. Puis quand j'ai fait le premier concours, là, le gros concours, si tu veux, d'envergure provinciale, qui m'a fait gagner à la Place des Arts, juste avant de monter sur scène, j'ai lu une lettre qu'elle m'avait écrite. Elle était morte à ce moment-là, là, puis j'avais gardé cette lettre-là. Puis j'ai relu ça. Elle me dit, vas-y, Mario, t'es capable. J'étais en coulisses, là, puis elle dit, tu l'as, puis il faut que tu lâches. Puis j'ai remis ça dans ma poche, puis je suis allé, puis j'ai Wow. fait le concours. Là, c'est le fun parce qu'on a tu sais, accessoirement, un décor particulier. Je sais pas si t'es attendu. On crée la pluie ici présentement. Ah, oui. Fait que si jamais, là, avec ce moment-là, OK. c'est couchant, t'as envie de pleurer dans la pluie, c'est le temps, là. OK, c'est bon. C'est le temps. On salue les laveurs de fenêtres. Ah, c'est les laveurs de... Mais oui! OK, c'est bon. Ça va très bien. C'est de la pluie. Oui, exact. C'est toi, il t'attendait. Tout est organisé, là. Oui. Tu disais tantôt que tu n'avais pas l'opportunité de choisir tes chansons, tu sais, en étant un interprète, puis là, que tout le monde choisissait pour toi. Mais je suis un chanteur. C'est pas mal la première. Puis c'est toi qui l'as choisi. C'est vrai. C'est vrai. Et ça se passait ici, pas loin, à Québec, sur la Grande Allée. J'étais allé rencontrer, en fait, Martin Pelletier, qui est un chanteur qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-80, et qui avait une superbe voix chaude et un auteur-compositeur.
Il était passé dans ma ville natale en spectacle. Puis ma sœur et moi, on chantait une de ses chansons. Un de ses gros hits qu'il avait fait avec une chanteuse qui s'appelait Thérèse de Roy. Elle doit s'appeler encore Thérèse de Roy. On la salue. Et c'était un gros succès. Et ma sœur et moi chantions ça. Il est passé en spectacle à Dolbeau. Joanne venait à peine de mourir. C'était en début d'année 80 et Joanne est décédée en décembre 79. Je vais le voir. Et j'ai dit tantôt que j'avais pas confiance en moi, mais je devais avoir un peu confiance en moi parce que je suis allé le voir, je le connaissais pas. Je me suis présenté à lui tout de suite au moment où il allait prendre un break et je l'ai invité dans la voiture pour écouter quelque chose et j'avais une cassette que je voulais lui faire entendre et c'était sa chanson « Bois comme c'est beau ». Alors, il a trouvé ça beau. Il dit « C'est qui? » J'ai dit « C'est moi, avec ma sœur. » Il dit « Wow! » Il dit « Est-ce que ta sœur chante toujours? » J'ai dit « Ma sœur est décédée en décembre dernier. » Puis j'ai dit « Si je suis venu le voir, c'est que j'ai besoin de chansons. Je veux faire carrière. Là, j'ai fait un concours. Fait que je t'ai dit 80, ça devait être 81 parce que je venais de gagner le concours. Et j'ai dit « J'ai besoin de chansons. Je viens de gagner un concours. On ne viendra pas me chercher à Dolbeau, là, tu sais. Alors, il faut que je m'installe à Montréal, mais j'écris pas. » À ce moment-là, je ne savais pas que je pouvais écrire. Je n'avais jamais même essayé. Je ne connaissais pas ce que c'était qu'une bonne chanson non plus. Puis il me dit, je pense qu'il a été très touché par le fait... parce qu'au départ, je le sentais un peu réticent. Puis il n'écrivait pas beaucoup. Il n'avait jamais écrit pour les autres. Et puis quand je lui ai fait entendre ça, puis que je lui ai dit que Joanne était décédée, je pense que ça l'a ému. Il m'a donné rendez-vous chez lui. Et je suis allé le rencontrer donc, dans la semaine qui a suivi. Je suis arrivé chez lui, puis il me jouait plein de chansons, sorti sa guitare avec plein de cahiers, puis plusieurs chansons qu'il y avait là. Il y en avait de très belles que je mettais de côté. Mais je n'avais pas encore le coup de cœur, tu sais. Et il continuait à jouer des chansons, puis à un moment donné, c'était comme trop d'informations, là. On était assis dans la cuisine. Ben, en fait, la cuisine puis le salon, c'était un petit 1,5, donc c'était pas très grand. Là. Fait que finalement, c'est juste la même pièce. Oui, c'est ça. Il y avait un petit banc, il jouait mes chansons là, assis au comptoir. Et je me suis levé de là pour aller m'asseoir au salon. Il y avait une table basse comme ça. Et il y avait un texte sur la table. Alors, je commence à lire. Attention, j'arrive. J'étais en éclipse. Ouvrez les projecteurs, je suis un chanteur. Ben voyons donc. Et j'ai dit, Martin, c'est là ma chanson! Oh, non. Mais non! Il dit, ben non, c'est mon prochain 45 tours. 45 tours. Oui, ça, les jeunes. Tu sais, les vinyles, là, c'est rendu vraiment populaire. J'explique tout le temps ça. Dans le temps, là, il les faisait un petit peu plus petits. Ah oui. Il tournait un peu plus vite, par exemple. Ouais. Il y avait juste une chanson de Ça il y en avait une de l'autre bord. Pitoune dans le centre pour rapetisser le trou. Oui. Ça ressemble au logo du recyclage. Là, l'avoir fait petit tout de suite, ça n'aurait pas été plus de bois. C'est ça. Fait que là, il vendait cette petite patente-là. Puis là, il dit, c'est mon prochain 45 tours. Fait que j'ai dit, mais non, tu comprends pas, Martin. T'es pas en éclipse, toi, là. Toi, t'es connu. Moi, je suis en éclipse. Oh. Attention, j'arrive. J'étais en éclipse. Voyons donc. J'ai dit, c'est ma chanson. Et puis, écoute, 17 ans. Si quelqu'un, c'est un jeune de 17 ans qui arrivait chez nous qui s'obstinait avec moi. J'ai pas confiance. Je suis un peu en retrait, mais c'est quoi? Non. Tu l'as pas pantoute. C'est pas pour toi, ça. T'en as plus d'ombre, toi. Tout le monde te connaît. Moi, là, faut que je sorte. C'est ma toune. Ben, Caroline, il me l'a laissé. Et ça a été mon premier hit. Ça a été 17 semaines numéro 1. Et puis, ça a démarré ma carrière. C'est fou, parce que ça a décollé quand même assez rapidement, jeune pour toi. Puis on a l'impression que tu as eu plusieurs carrières, quasiment dans la même. Mais je suis un pelle-chat, ça a 7 vies. Hein. C'est 9 Oui, c'est 9 vies. Peut-être qu'il est rendu à 7, je sais pas. Mais il vit toujours comme si c'était la dernière. J'adore ça. Mais c'est arrivé vite. Donc là, on entend beaucoup parler de toi. Tu sais, à cette époque-là, il y a genre toi puis il y a Céline, là, à peu près. Là. On est arrivé en même temps. En 81, peut-être que le 45 tours de Céline est sorti un peu avant, mais
Je me souviens qu'en septembre 81, en tout cas, nos chansons tournaient à la radio tous les deux, là, et on se croisait sur les plateaux de télé. À cette époque-là, évidemment, on est bien, bien avant les réseaux sociaux, mais quand tu commences à être populaire, tout le monde veut tout savoir. Puis il y a un contrôle de l'image aussi. Toi, tu as vécu ça comment? L'attention, ça doit faire plaisir au début, mais à un moment donné, la désinformation... Ouais, bien ça, on vit ça plus aujourd'hui que dans le temps. Ouais, mais il y en avait quand même... Il y en avait, mais c'était moins pire. C'était moins pire. Tu sais, il n'y avait que les journalistes qui pouvaient dire des choses. Parfois, en fait, les gens pouvaient aussi contribuer, là, mais ça se passait dans les chaumières. Mais il n'y avait que les journalistes qui, de façon publique, pouvaient dire des choses qui étaient plus ou moins vraies. Mais ils étaient quand même respectueux des artistes et ils n'inventaient pas de toutes pièces des histoires. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire n'importe quoi sur n'importe qui, inventer des choses. Il y a tellement de faux comptes maintenant de tous les artistes connus. Je me suis déjà amusé à les compter, les faux comptes. Les tiens. Sur les miens, il y en a plus d'une centaine. Et qui, parfois, extorquent de l'argent à des personnes. Je trouve que c'est épouvantable. Donc, ça n'existait pas dans mon temps. Mais il reste que l'attention que tu avais à un moment donné, tu es tout jeune, comme tu le dis, tu as une équipe alentour de toi. Il faut que tu l'entretiennes aussi. Ouais, mais tu as trouvé ça comment? Je t'ai dit tantôt que j'avais commencé à chanter jeune. Et j'avais donc apprivoisé ça assez tôt dans ma vie. Quand on a commencé à chanter, Joanne et moi, un peu partout, au Lac-Saint-Jean, j'avais fait d'abord l'École du musical. C'était une émission à Télémétropole qui présentait des jeunes talents. J'avais 12 ans à ce moment-là. Joanne en avait 13. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à chanter dans des mariages un peu partout. On était engagés régulièrement et on faisait du club aussi. Il y avait beaucoup de cabarets. On nous présentait dans les cabarets. Bon, on n'avait pas l'âge pour rentrer, mais nos parents étaient toujours là. On nous amenait dans une chambre qui nous servait de loge dans ces hôtels-là et on parcourait pas mal de kilomètres pour aller faire des spectacles. Et on était bookés presque tous les étés, mur à mur, je te dirais du mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre pour des mariages. Donc, puis souvent 2 par jour et le samedi et le dimanche. Alors, très tôt dans ma vie, j'ai entendu des gens chuchoter, c'est Joanne Marie Bellechasse, c'est Joanne Marie Bellechasse. J'entendais ça souvent. On rentrait dans les restaurants, puis Bellechasse. C'était drôle, c'était devenu un jeu, tu sais. Et ça nous faisait rire, Joanne et moi. Donc, quand j'ai commencé à avoir du succès, si tu veux, de façon plus nationale, tu sais, quand mes disques sont sortis puis qu'on me reconnaissait un peu partout, j'avais déjà l'habitude de ça. Puis, pour moi, là, je faisais un métier comme un plombier, tu sais, mon coffre d'outils, c'était mes cordes vocales, puis je sauvais pas de vie, puis je pensais de même, puis je pense encore de même aujourd'hui. Ça m'a pas... C'est sûr que quand le gros succès est arrivé, là, un vrai gros succès, je te mentirais pas qu'à un moment donné, sûrement que tu sais, que je me suis joué un peu... As-tu déjà eu la grosse tête? Peut-être, tu sais, je me souviens honnêtement pas, mais j'ai l'impression que peut-être à un moment donné que... Ben, il y a des gens qui me trouvaient fraîchi, tu sais, les gens disaient ça, fait que probablement que je faisais quelque chose qui avait l'air de ça, tu sais. Puis la vie s'est chargée de me donner les claques par la tête pour me ramener à la réalité. Puis je suis bien content. Mais peux-tu en noter, mettons, qui sont plus marquantes pour toi, que tu dis, hey, ça m'est rentré? Parce que justement, le succès est arrivé vite, mais déjà, début des années 90, la faillite, par exemple. Ouais, exact. Tu sais, quand mes gérants m'ont tout raflé, puis qu'ils m'ont tout volé, puis que... Fait que là, ça parle plus de tes chansons, ça parle plus de ton succès. Non. Puis là, je venais juste de gagner le Félix de l'interprète masculin, puis je me retrouve en première page du Journal de Montréal, mais la page au complet, faillite, en grosses lettres. Ça, là, ça te poupe.
Ça me faisait mal, tu sais, puis c'est humiliant, puis il a fallu que je reparte à zéro, puis que je bâtisse. Mais ça, toi, t'as rien vu arriver? Absolument pas. Non? Ben non, j'étais naïf, tu sais, puis je m'occupais pas de mes affaires. Les impôts. Toi, t'as quoi, fin vingtaine? J'ai 20 ans. Ouais. Oui, mais quand j'ai signé avec eux, j'avais 21 ans. Puis je m'occupais pas de mes choses, puis je leur faisais confiance, puis je savais même pas, tu sais, le rapport d'impôt. Ma mère m'avait déjà parlé de ça, mais puis j'avais dit oui, j'ai des gérants, puis ils s'occupent de ça, tu sais. Et un jour, je suis allé S'en sont occupés. là, justement vers la fin de la vingtaine. J'ai dû faire faillite, j'avais 26 ans, je pense. Puis je vais pour sortir de l'argent au guichet. Puis le guichet a bouffé ma carte. Non. Parce que mes comptes étaient gelés. Puis là, je vais demander qu'est-ce qui se passe. Bien, on dit, votre compte est gelé. Il faudrait que vous informiez au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a... Et je devais de l'argent aux impôts. Donc, c'est là que j'ai compris l'importance de payer ses impôts. Mais c'est pas parce que je voulais pas payer mes impôts. C'est parce qu'on me disait que tout était fait. Quand je leur en parlais, ils me disaient tout était fait. Moi, je savais pas comment ça marchait. Tu sais, fait que je leur faisais Chantais. confiance. T'étais un chanteur. Je chantais. Puis là, j'avais le même comptable qu'eux. Alors, j'ai changé de comptable. Là, il me dit, il faut que tu demandes une reddition de compte à tes gérants. Il faut que tu saches où tu vas. Alors, je leur ai demandé une reddition de compte. Et il y en a un qui m'a répondu, c'est une insulte à mon intelligence. Il m'a griffonné quelques chiffres sur un papier que je leur ai apporté. Quand j'ai donné ça à mon comptable, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, pas ça, la reddition de compte. Non, il dit, je peux à peine lire ce qui est écrit là-dessus. Là, je me suis réveillé, là, tu sais. Alors, j'ai brisé le contrat avec eux, bien sûr, là, tu sais. Ça a été long. Procédure judiciaire. C'est pour briser le contrat, d'abord pour briser le contrat, mais aussi pour qu'on me rembourse ce qu'on me devait, tu sais. J'imagine que t'as jamais revu ça. J'ai jamais revu cet argent-là. Et puis, mais bon, le contrat a été brisé. Et puis, j'ai pu recommencer à zéro après ça. Comment tu, justement, t'amorces cette nouvelle portion de ta carrière avec un peu moins de naïveté, un peu plus d'expérience, un peu plus de méfiance, peut-être? Ben là, première des choses. Tu restes quand même un artiste qui est populaire, que les gens veulent voir, veulent entendre. Mais là, fait que là, il y a plein de monde qui doit vouloir avoir envie de travailler avec toi. Ben, il y avait une bonne amie de mes gérants qui était ma styliste. Elle travaillait pour un magazine de mode qui s'appelait Allure. Et puis, son mari était dans les affaires. Donc, c'était de bons amis de mes gérants. Et tranquillement, ben, je me tenais avec eux parce que eux, là, ils comprenaient pas pourquoi mes gérants agissaient comme ça envers moi. Si bien qu'il y a eu un froid entre eux, puis ils se sont plus parlé. Puis moi, ben, j'étais très proche de Suzanne et Rocky, qui sont devenus mes agents. Et il fallait que je travaille, il fallait que je gagne ma vie. C'était bien beau, là. Je fais faillite, mais il faut que je paye mon beurre, mon pain. Fait que dans ce temps-là, il y avait, dans les centres commerciaux, il y avait toujours des artistes qui venaient pour se produire, chanter et signer des autographes. Et évidemment que je savais plus ou moins comment ça fonctionnait, mais j'en avais fait un peu avec mes gérants de ça. Puis je sais qu'eux avaient un chèque pour ça, là. Mm-hmm. Moi, je le voyais pas. Alors, j'ai dit à Suzanne, j'ai dit, tu vas appeler les centres commerciaux. J'ai dit, on va booker une tournée de centre d'achat. Je venais de gagner interprète masculin. Ça va fonctionner. Puis j'ai dit, je vais aller chercher un revenu. Et puis... là, elle était un peu réticente. Elle dit... Est-ce qu'elle avait peur que ça affecte ton image? D'une part, mais elle avait peur que les gens ne veuillent pas m'engager, tu sais. Parce que, première page du journal. Ben, mais ils ont tous dit oui. On en a fait partout. À Trois-Rivières, à Sherbrooke, on en a fait partout. À Montréal, Laval, Saint-Jérôme. Pas une gorgée d'eau. Et puis, bon, j'ai fait des revenus, mais partout, c'était plein.
plein craqué. Là, je signais des autographes, on vendait des disques. J'étais content. Mais tu réalisais que Non, mais il t'en est content passé parce sous le que- nez. Ben oui, mais j'étais content parce que les gens étaient là. Ouais. Ils venaient encore. Puis ils avaient confiance en moi. Puis ils m'encourageaient. Puis ils me supportaient. Ça fait beaucoup de bien. Puis j'ai pu gagner ma vie. Puis j'ai pu, cette année-là, faire des revenus. Et puis, après ça, elle est allée rencontrer l'équipe de Sony. Puis on a signé le contrat avec Sony. Et puis ma carrière est repartie comme ça. Et après, là, j'étais avisé, je posais des questions, je lisais mes contrats. Tu laissais pas personne te dire, laisse faire ça. Et je on ne laissais s'occupe pas de ça. de comptable signer des chèques pour moi. Il me l'avait déjà dit à un moment donné, moi, le comptable m'avait dit, vous savez, vous pouvez me faire une signature, là, tu sais, comme un tampon. Là, puis Une procuration, en fait, j'imagine, quelque chose comme ça. j'ai dit non. Non, là, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui signe des chèques, ça va être moi. Puis ça a toujours été comme ça et c'est encore comme ça aujourd'hui. Encore bon à retenir aujourd'hui. Tu continues comme ça, ce contrat-là a eu à un certain moment donné beaucoup de bons pour toi parce qu'il y avait possibilité de travailler à l'extérieur aussi, à l'international. Oui. Ça a vraiment bien fonctionné pour toi, particulièrement dans la francophonie. Tu es allé explorer des pays que peu de nos artistes ont explorés. C'est arrivé par accident, ça. Un jour, il y a un producteur libanais qui téléphone à mes gérants. Et puis qui leur dit on aimerait avoir Mario Pelcha à Beyrouth. Et puis il envoie la liste des chansons qu'il voudrait que je chante là-bas. Et dans la liste des chansons, il y avait, bien sûr, des chansons qui avaient tourné ici, mais il y en avait qui n'avaient jamais tourné ici. Ça n'avait jamais été des hits radio, mais qui avaient été des succès là-bas. Je trouvais ça bizarre, puis mon gérant, il dit, c'est un canular, ça se peut pas. Il dit, mais non, c'est probablement vrai. Il dit, je vais les rencontrer, on va les rencontrer. On va les rencontrer. Puis ça avait l'air bien vrai, mais tout le long, je suis réticent, tu sais. On y va. Il envoie un acompte que mon Déjà, gérant il lui a paye, c'est demandé. Ben oui. Il demande un acompte parce qu'il dit ça va être gage de sécurité, tu sais. Ça va prouver le sérieux de l'affaire. Et on arrive à Beyrouth. Et quand je descends, il y avait des douaniers qui ne parlaient pas français, mais qui me demandaient des autographes. Il y avait des photos, ils me demandaient des autographes. Ouais. Comme la grande séduction. Mais moi, c'était le sucre, c'était Marcel. Dans ce temps-là, il y avait, c'était ça, exactement, Marcel, surprise. J'ai dit, il va arriver, c'est sûr, là. On débarque, on sort de l'aéroport, il y a des Kodak. On dirait une rockstar. Je sors de l'aéroport, puis il y a plein de gens qui sont là avec des caméras. Ben voyons donc! On monte dans la limousine, il m'amène à la salle. Et là, j'attends, je cherche partout. Marcel Béliveau va sortir, puis... Mais non, il vient pas, c'est vrai. T'étais prêt pour les chansons que t'avais demandé de chanter? Ben, le band, il venait, là, puis on avait monté tout et tout. Ah ben, Colin, j'ai capoté. Et là, sur scène, à un moment donné, quand je monte sur scène, je me rends compte qu'il y a comme une démarcation. Puis là, je vois bien que c'est comme en deux parties. J'ai dit, ça, là, ça descend dessus? Il dit oui. Ben là, on s'en sert. Alors, on a ramené le drum sur la plateforme, les musiciens. On a descendu complètement et quand le show commençait, il y avait de la fumée, tout ça, puis on sortait du sol. Et c'était J'ai l'opportunité de me jouer la quand j'ai rockstar. vu ça, j'ai dit, faut qu'on utilise ça, voyons donc. Ah, c'était vraiment trippant. Puis les gens étaient accueillants, là. Tu sais, ils lançaient des roses, les filles lançaient des roses sur la scène après le show. Puis c'était un beau trip. Après ça, je suis allé en Algérie. Là aussi, même chose. Tu sais, Le Marcel Béliveau jamais sorti. non plus. la musique, ça voyage. Hein. La première fois que j'ai rencontré Corneille, il m'avait dit qu'au Rwanda, il entendait Pleurs dans la pluie et qu'il pensait que j'étais un chanteur français. J'ai jamais été invité à chanter au Rwanda, cela dit, mais comme quoi,
tu sais, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on est plus averti. C'est facile de savoir où tu joues, de par les plateformes. On sait Toutes les données. nos chansons autour. Ouais. Mais à l'époque, on ne savait pas ça. Et c'était comme des surprises à chaque fois. Puis ça faisait du bien aussi, tu sais, de sentir que il peut y avoir un rayonnement ailleurs, dans des pays étrangers où on ne serait jamais allé. Tu sais. Et même et malgré tout, là, à un moment donné, tu t'es retrouvé à une table où tu voulais faire un nouveau disque, puis personne n'y croyait vraiment. Le tournant des années 2000, là, juste avant, ça a été extrêmement confrontant pour toi. Ben, Et pourtant, a émergé de ça, fort probablement, l'album le plus marquant de ta carrière, ouais. qui est l'album 7. Oui. Tu sais, moi, en signant chez Sony Music, j'avais le goût d'une carrière à l'international, mais pas une carrière en anglais nécessairement. Là, tu sais. Moi, j'aimais la chanson française, j'aimais les beaux textes. J'avais toujours été attiré par des chanteurs et des chanteuses françaises. Et puis naturellement aussi, les vieux pays m'attiraient plus que les États-Unis. Donc, c'est un peu pour ça que je signais avec Sony, en quelque sorte. Mais à ce moment-là, il y avait Céline qui était là et ils ouvraient la machine pour Céline à l'international et en anglais. Et même si... Il y avait Rock Voisine aussi. Rock n'était pas chez Sony. Non, c'était une autre entreprise. C'était BMG. Dans les artistes oui, tout à fait. francophones, oui. Puis, mais c'est ça dont je rêvais. Et au sein de Sony Music, même si c'est une maison de disques qui a des ramifications un peu partout dans le monde, il reste que le bureau de Montréal, c'était une petite équipe, pareil. Donc, quand tu mets beaucoup d'énergie sur une artiste pour bâtir une carrière à l'international, tu as moins d'énergie pour ceux que tu signes qui sont locaux, qui sont encore en tout cas locaux. Et je sentais que l'énergie allait plus vers Céline qu'on en mettait pour moi. Puis absolument aucune jalousie là-dedans. Là. Tu sais, moi, je suis un fan de Céline de la première heure, donc j'étais le premier admiratif de son talent. Mais j'avais aussi, moi, envie de faire des affaires. Puis à ce moment-là, j'avais commencé à écrire. Puis j'avais commencé à aller chercher l'approbation un peu de gens que j'aime, puis que je pense à Linda Lemay, par exemple, tu sais, qui écrivait, moi, je capotais sur ce qu'elle faisait, puis sur tous ses textes, puis tu sais, une façon d'écrire, on dirait qu'elle écrit comme elle respire. Et son lien avec la chanson française qui était mettant aussi. Donc, très jeune, j'ai été... en lien avec Linda, et un jour, je lui ai fait entendre ce que j'écrivais, puis c'était une des premières à m'encourager. Puis après, c'était Garou, à qui j'ai fait entendre mes premières chansons, puis donc là, je me sentais rendu là, puis j'en parle au directeur. Mais c'est drôle, par exemple, parce que tu as eu l'humilité de faire entendre des chansons à des artistes plus débutants dans l'industrie, puis plus jeune que toi aussi? Linda, elle n'était pas débutante, tu sais. Elle n'était pas débutante, mais quand même, elle a commencé début des années 90. Tu avais quand même une bonne décennie. Oui, mais elle avait à ce moment-là déjà eu des succès en France. Et elle a commencé à... Puis tu parles de Garou, mais Garou, c'est... Il n'était pas connu en France. Il a émergé avec Notre-Dame. Il n'avait même pas encore fait Notre-Dame. Ouais. Et quand j'ai fait écouter ça, je l'avais rencontré d'un bar à Magog, puis... Et j'avais fait écouter Je ne t'aime plus, puis les chansons de l'album 7. Et tu sais, il m'avait dit, mais c'est bien bon, il faut que tu fasses ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc ça m'a encouragé. Et quand je suis allé voir Sony, que je leur ai dit que c'est ça que je voulais faire, puis qu'il me répond, ouais, c'est bon, mais c'est pas toi, ça. Pourtant, là, c'est toi qui as écrit. Ben oui. Et là, j'ai dit, mais voyons donc, démon sort de ce corps. J'ai dit, c'est moi qui ai écrit ça. C'est qui? C'est pas moi. Non, là, parce que ça marche pas, là. Je peux pas continuer à travailler avec vous autres si vous me répondez une affaire de même, tu sais. Fait que j'ai demandé mon release et... en disant que t'étais pour te produire toi-même. Oui. Puis il m'a ri un peu d'en face. Ouais. Tous ceux qui ont dit ça, ils se sont plantés. Moi, ça me shakeait, ça, tu sais.
Mais en même temps, quand tu me dis ça marchera pas ou quand tu me dis j'y crois pas, c'est du carburant. C'est du gaz. Ça fait que faut pas que tu me dises ça, tu sais. Mais ça shake pareil. Fait que j'ai dit c'est pas grave, j'ai dit je vais me produire tout seul, puis ils avaient quel argent? Je sais pas quoi lui répondre, mais j'ai dit je trouverai bien. Et puis pas longtemps après, j'ai eu mon release. Écoute, j'avais été sous contrat depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 34. Ça fait 17 ans. Oui, c'est la moitié de ta vie. Tout à coup, là, je me retrouve devant rien. Puis mine de rien, un contrat de disque, à quelque part, c'était quelque chose de sécurisant. Une équipe, tu pouvais jouer de conseils, de gens autour qui peuvent te faire... De moyens. Voilà. Mais là, tout seul, du jour au lendemain, là, j'avais envie de vomir. Ce matin-là, là, quand j'ai reçu mon release, là, je suis allé me coucher, j'ai dormi. Tu étais épuisé avant de commencer le vrai travail. Mais ça dure ça dure ce temps-là. Là. Puis après, là, quand je me réveille, c'est go, là. Tu sais. Et je peux plus reculer. Ma sœur m'invite chez elle. Ma sœur est arrivée à Montréal pour étudier. Elle avait resté un peu chez moi avant. Après ça, elle s'était pris un appartement toute seule. Puis la veille, elle était allée manger avec des amis, une fille qui étudiait avec elle. Puis elle me dit, on a eu tellement un bon repas. Puis elle dit, c'était bon. Elle dit, son mari, il fait bien à manger. Elle dit, c'était comme digne d'un restaurant. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, son mari? C'est pour te dire, là, tu sais. Elle dit, elle pose la question. Elle est avec eux. Elle l'appelle. Elle dit, ton chum, il fait quoi? Elle dit, il fait des montages de groupes, là, tu sais, d'investisseurs pour des projets. J'en ai un pour lui. Lui parler, moi. Lui parler à son... Et on a eu une rencontre. J'ai vendu mon projet. Je venais à ce moment-là de décrocher le rôle de Quasimodo dans Notre-Dame. Donc, ça allait se faire à partir de l'automne. Et j'ai dit, je veux faire un album. Puis, je veux le produire moi-même. Je veux monter une entreprise. Fait qu'il dit, j'y crois à ton affaire, moi. Il est allé chercher du monde. Il m'a rappelé, il dit, j'ai tous tes investisseurs. On a réuni 200 quelques $1000 pour produire quand même. Et le promouvoir aussi. Et le promouvoir, parce que c'était les deux. Je voulais être un producteur, donc il fallait que je m'occupe de la promotion aussi. C'était pas tout de produire, mais c'était aussi toute la mise en marché. Ça coûte autour de ça. Alors, les gens avaient mis 5, 10, 20 000. Et puis, ça a tellement bien marché que tout le monde ont refait leur mise et beaucoup plus. Donc, un an plus tard, 42 mois plus tard, on avait prévu, selon la convention, que je rachetais, c'est-à-dire que je redevenais propriétaire des bandes et qu'après, la compagnie m'appartenait. C'est comme ça que MP3 Disc est né? C'est comme ça que MP3 Disc est né, mais ce projet-là a été sous le nom de compagnie AMP 99. Et puis, 42 mois plus tard, je récupérais l'entreprise que j'ai renommée MP3. Puis là, j'ai produit mes... As-tu eu la chance de reparler à ces gens qui avaient un peu... Oui, je l'ai revu beaucoup. Quelques-uns ne sont plus de ce monde, parce qu'il y avait des personnes là-dedans qui... des vieux de la vieille, là. Oui, qui investissent. Ça fait déjà 25 ans, là, tu sais. Et plus. Alors, il y avait des gens là-dedans qui investissaient, qui avaient l'âge que j'ai peut-être aujourd'hui. Mais j'entends les gens qui t'avaient dit non, tu vas te planter avec ton projet puis tes chansons qui se ressemblent pas, finalement. Moi, c'était important que je fasse les choses de façon sérieuse et professionnelle. Et j'ai dit, c'est pas vrai que parce que j'ai quitté Sony Music, parce qu'à l'époque, tu joignais les rangs de Sony Music, tu quittais pas Sony Music. Et tous les artistes que je côtoyais disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es fou. Le contrat avec Sony. J'ai dit, j'ai m'occupé de mes propres affaires tout seul. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je suis assez baveux que j'ai acheté des panneaux d'autoroute. Puis je suis allé en mettre un pas loin du bureau de Sony Music pour qu'ils le voient de leur bureau.
C'est pas sur Métropolitaine. La ça? Métropolitaine. J'adore ça. Et puis, après, ma gérante, parce que ma gérante de l'époque, Dieu et son âme, ça m'a fait beaucoup de peine quand elle est partie, mais il y a pas si longtemps. Mais Sympathie. à l'époque, comment je dis ça, notre relation s'était terminée, pas bien, mais je pense que c'était essayé, tu sais. C'est que là, j'étais producteur. Mm-hmm. J'avais quitté Sony, j'étais producteur. Et puis, elle me dit, là, je voulais faire l'album de Noël. Puis elle me dit, comment tu vas me rémunérer là-dessus? J'ai dit, sur la royauté que je vais donner à l'artiste. Elle dit, non, elle dit, j'ai un pourcentage sur la production aussi. C'est parce que c'est moi qui investis les sous. Fait que j'ai dit, si tu as un pourcentage sur la production, il faut que tu en mettes toi aussi. Puis quand j'étais chez Sony, tu avais une royauté, tu avais un pourcentage sur la royauté qu'ils me donnaient. Tu n'avais pas un pourcentage sur les revenus de Sony. Donc, c'est pareil, là. Et puis, elle a voulu me tenir tête et gagner là-dessus. Puis, ça n'a pas fonctionné, tu sais. Mais tu as cette réputation-là, quand même, dans l'industrie, d'être quelqu'un de caractère. Oui, mais j'avais raison. Oui, 100%. J'avais raison là-dedans, là. C'était pas une question de ne pas donner à César ce qui lui revient. C'était tout simplement de la business. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai du caractère, mais je suis assez logique et j'explique mes choses calmement. D'ailleurs, mais il y a parfois. Oui, c'est ça. Parce que quand même, il y a du lac Saint-Jean derrière tout ça, un peu quand même. Mais donc, MP3 existe et on a parlé tantôt un peu du fait que tu es un découvreur de talent. Tu as toujours apprécié le talent des autres et tu t'es servi de cette boîte-là justement pour produire d'autres artistes en qui tu as énormément cru. Tu me sembles être quelqu'un, beaucoup d'instinct. Oui. Tu sais, il y en a eu plusieurs, on peut en nommer, mais tu sais, Daniel a fait partie de ça. Les deux frères aussi, avec qui tu as Nadja aussi, qui est arrivé. Oui, exactement. Mais je veux revenir un peu sur les deux frères. Entre autres, ça a été un gros succès, là. Oui. Puis, tu es quelqu'un quand même de patient dans tes entreprises pour certaines portions de celles-ci. Entre autres, j'ai l'impression que tu crois au développement d'un artiste et de sa mise en marché aussi. Oui, et surtout, je veux et je crois qu'il faut bâtir des carrières et non pas des one-hit wonder. T'sais. Même si il y a certains artistes... Une certaine dualité, parce que tu as quand même été coach à la voix, là. Oui. Ça, c'est des poufs. Oui, tout à fait, mais j'aime bâtir, j'aime penser à long terme, puis bâtir des carrières, tu sais. Mais ça peut pas venir juste d'un bord. Tu sais. Il faut aussi que ça vienne des deux bords. Il faut que la passion viscérale soit là chez l'artiste de vouloir faire ce métier-là. Tu as parlé de Cindy Daniel tout à l'heure. Elle a une voix absolument extraordinaire. On n'en entend pas des voix comme celle de Cindy Daniel. Non, absolument pas. Et puis, elle a eu deux jeunes enfants, puis par choix, elle a décidé de s'occuper de sa famille, ce qui est tout à fait louable. Et de temps à autre, on la voit revenir dans Don Juan ou refaire des choses comme ça. Elle a un travail qui la sécurise plus, parce que le métier de la chanson est devenu très insécurisant. Je comprends ça. Et fort probablement que si le métier était comme avant, là, quand les disques se vendaient, puis que c'était plus sécurisant monétairement, financièrement, elle serait encore là dans le métier. C'est une fille avec qui je garde encore un lien parce que c'était comme ma petite sœur. Mais les deux frères avaient fait des années de bord, des années de bâtissage de fanbase. Fait que tu savais qu'il voulait vraiment, il était prêt à ça. Mais tu leur as inculqué un peu de patience, pareil. Ben oui. Parce que tu as été dans leur giron à dire oui, on va en faire un disque, mais pas tout de suite. Vous n'êtes pas encore rendu là. En fait, ça a duré quelques années. Les gars travaillaient déjà depuis un bout de temps avec un réalisateur, puis ils faisaient des chansons. Il y avait des chansons pas pires, mais
c'était pas assez des hits, tu sais. Puis au bout d'un an, ben, il me revenait toujours avec les mêmes tunes, puis ça avançait pas vraiment, tu sais. Fait que j'ai dit, là, les gars, ça vous prend des hits, là. Si vous voulez faire un disque pour vrai, puis que vous êtes sérieux, ça prend des hits, ça prend des grosses tunes. Puis je connais un gars qui pourrait vous en faire. Puis moi, je me souviens que ce gars-là, tu l'aimes depuis longtemps. Ah, ben écoute, moi, lui, là. Steve Marin, on va le nommer, là. Steve Marin, j'avais écouté son album. Passager du temps, 2006, si je me trompe. Oui, ben ouais, exactement, parce que j'ai acheté ma maison au Lac-Saint-Jean en 2005 et j'étais en travaux en 2006, justement, et j'écoutais ce disque-là pendant que je faisais mes travaux. Puis ça, là... Je veux juste le dire, moi, je suis très au fait de cette histoire-là parce que Steve est également un côté, pas juste un marin, donc il y a de la famille en Gaspésie, puis sa tante avait des connexions avec toi. Puis à l'époque, moi, je travaillais, on avait une boîte de production, puis on travaillait avec Steve, puis il nous avait fait comprendre que toi, t'étais tombé sur cet album-là, puis que tu croyais, puis il fallait faire de quoi avec toi. Sais-tu comment c'est arrivé? Je fais l'album chez EMI en 2005, en France, et puis on doit faire un clip sur la chanson Aimée. Et donc, on me présente une boîte de production qui font les clips, et on me présente un réalisateur. Le réalisateur, il me montre à la télé, dans la salle de conférence là, des bureaux de cette compagnie-là, il me montre un clip qu'il vient de faire, puis c'est une chanson de Steve Marin. La chanson « Si on donne ». Moi, là, je regarde pas en tout le travail du gars. C'est la toune que j'aime. C'est pas... C'est quoi, ça? C'est pas catchy, pas tout. J'ai dit, c'est quoi, ça? J'ai dit, c'est qui, ça, cette tune-là? J'ai dit, c'est un hit, ça! Ouais, ils ont dit, la maison disque, je n'ai pas tellement occupé. Ben, j'ai dit, ben, voyons donc. Je l'ai acheté l'album, et là, toutes les chansons étaient bonnes. Ouais, c'est là, très je bon connaître ce gars-là. Si j'ai rencontré ce gars-là, donc, c'est qui, tu sais? Et puis... tu sais, quand je te dis que je carbure au talent des autres, ça, là, quand j'entends quelque chose de même, là, je dis, mais non, il ne faut pas que ça reste là, ça, c'est pas vrai. Là. Alors, je l'appelle. Un jour, je prends mon courage à deux mains, puis je ne sais pas quoi je vais lui dire, tu sais. Et je l'appelle, puis il me dit où il reste, puis il reste pas loin de chez nous. Hey, je dis, attends, j'arrive. Alors, j'arrive chez lui, il me dit, veux-tu un café? Fait qu'il commence à me faire un café avec, tu sais, une petite cafetière là, qu'on met sur le rond. Là, oui. Mais elle explose. Paf! Voyons, ce qui se passe là, il recommence, paf encore! Il dit, tu veux-tu un jus d'orange? Là, OK, il va prendre un jus d'orange. Fait que là, on s'est assis, puis là, on parlait de tunes, puis ça, puis de psychologie aussi, parce que c'est un gars qui a fait parce qu'il a un bac en psychologie. Ouais, puis il était prof aussi, c'est ça. À ce moment-là. Alors, et ça, moi, ça m'allume beaucoup, tu sais, puis on a parlé de plein de choses, puis j'ai raconté ma vie, moi, je suis un livre ouvert, fait que, tu sais, ça n'a pas été long qu'il savait tout de moi, puis... Et ça l'a inspiré. Puis le lendemain, il m'a écrit une chanson, Toujours de nous. Ouais, qui est devenu le titre d'un album. De l'album, exactement, qui a suivi. Et puis, mais entre-temps, c'est-à-dire que non, c'est ça, j'ai fait cet album-là. On a appris à se connaître. Il y en a écrit quelques-unes. J'ai fait des textes sur certaines de ses musiques sur l'album. Et puis, c'est après ça que on a fait ce disque-là, puis on a fait même un autre album avant de rencontrer les deux frères. Et je pense que c'était pas un homme qui vous ressemble. Ouais. Et il y avait encore des chansons de Steve là-dedans. Donc, on avait quelques années là, de collaboration. Puis, il a même co-réalisé l'album Un homme qui vous ressemble. Puis, il commençait aussi à se faire un nom comme auteur-compositeur, parce que là, bon... Isabelle Boulay, voisine, c'est ça. Ouais. Et donc, quand je dis aux gars, vous n'avez pas de tune, puis que ça prend du temps, là, je leur dis, je vais vous présenter un gars. Alors, j'étais chez moi, on était à la maison là, chez nous, puis j'appelle Steve et je leur donne rendez-vous, les gars, dans un restaurant pas loin de chez moi, où j'allais souvent, une terrasse. Et puis Steve arrive, puis je leur présente, puis on mange ensemble, puis on parle musique. Et puis à un moment donné, moi, après le repas, là, j'ai dit, bon, ben la conversation était bien prise, puis il semblait bien s'entendre. J'ai dit, moi, je m'en vais. J'ai dit, je vous laisse ensemble. Puis j'ai dit, voyez ensemble ce que ça peut donner. Ben écoute, ça n'a pas pris 2 jours que Steve avait des chansons à nous faire entendre. Fait qu'il nous convoque chez nous. Il arrive avec sa guitare, puis il joue nous autres sur le coin de la table. Et qu'est-ce que tu dirais?
puis c'était parti. Moi, c'est tellement drôle parce que, tranche d'histoire, moi, je connais Steve donc depuis à peu près ce même temps-là. Puis, il me dit, écoute, là, Seb, il faut que je te fasse écouter quelque chose. Il dit, tu vas dire que ça me ressemble pas, t'as raison. Il dit, mais je vois de quoi avec ces gars-là, il y a quelque chose. Puis, il avait retravaillé la chanson Maudite Promesse. Ouais. Puis, j'ai fait, crime, c'est vrai, c'est pas pantoute dans ton range, mais il y a effectivement, je te le dis, ces gars-là, ça va marcher. Je l'avais rarement vu aussi passionné, puis aujourd'hui, on le sait, c'est quoi? Les gars, ils ont 14 numéro 1, puis ils doivent en avoir écrit 13 de ceux-là. Mais il y a deux choses. La première, c'est que tu avais dit, puis toujours en tant que producteur, tu leur avais demandé la patience, puis tu leur avais dit, faites-moi confiance, parce que tu leur avais pas mis des hautes attentes sur les ventes d'un premier disque. Non, c'est sûr. Mais même que avant de leur dire oui, je leur avais dit non. Tu sais, je leur avais dit, je veux pas m'embarquer là-dedans. C'est trop. Je venais de le vivre avec Nadja. Mm-hmm. Quand Nadja m'a annoncé qu'elle voulait voler de ses propres ailes, puis qu'elle voulait plus qu'on travaille ensemble, ça m'avait tellement fait de peine que j'ai dit non, je veux plus m'investir de cette façon-là. C'est trop dur. Tu sais, c'est comme une relation d'amour. Tu sais, c'est là où ma deuxième question est en rapport avec ça. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis je comprends en même temps après que quand les gens ont envie de voler de leurs propres ailes, moi-même, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes à un moment donné. J'ai quitté mon producteur. Je l'ai dit tout à l'heure. C'était pas pour les mêmes raisons, mais c'est ça. Pour avoir vécu ça de même, je suis très, très émotif, moi, très, très sensible. Et puis, donc, j'avais pas envie de revivre ça. Puis, je leur ai dit, non. Et puis, c'est Marie-Pierre, qui était la gérante du groupe, puis qui était conjointe aussi d'Éric, qui est revenue à la charge. Qui m'a dit, Mario, je veux absolument que tu m'aides, j'ai confiance en toi et tout. Puis, OK, j'ai dit, ouais, je vais le faire. Mais, j'ai dit, c'est pas parce que je vais embarquer là-dedans que nécessairement ça va marcher. C'est pas parce que les autres projets avant ont marché que celui-là va officiellement marcher, tu sais. Je veux pas que vous attendiez à ça. J'ai dit, je vais tout faire pour que ça marche. Je vais tout mettre en place, les éléments que ça prend. Mais après, là, j'ai dit, je ne peux pas acheter les disques moi-même, là, tu sais. Non, ça s'est déjà fait avant, mais... Ça a fonctionné. Et même que ça a fonctionné plus encore que tous les autres projets que j'avais fait. Et tu leur avais dit, genre... Même si on en vend... a marché autant qu'eux. Ouais. Pas les deux frères, ça a été pas mal semblable comme succès de vente. Mais tu leur avais dit, tu les avais rassurés que tu ferais un deuxième disque s'il y avait un nombre de ventes. Là, voilà, ouais. Petit nombre de ventes que tu avais dit combien? Genre quelques mille? Je pense qu'on avait dit 20 000. Là, tu sais, si on se rend à 20 000, ça va être beau. Puis, combien plus tard? Là, on en fera... écoute, le premier disque, on a fait 130 peut-être. Puis, tu sais, c'était un succès hors du commun. Là. Puis là, évidemment, là, maintenant, ils volent aussi de leurs propres ailes. Tu as été très attaché à ces projets-là. Tu le vis comment? Tu as parlé de rupture, mais là, ça va parce que, tu sais, je prends de l'âge aussi. Puis là, il y a le vignoble. Puis ça me prend beaucoup de temps. Le vignoble, c'était un projet de retraite, puis ça fait déjà presque 20 ans qu'on s'est embarqué là-dedans. Moi, tu n'as pas l'air retraité encore, mais... Puis, mais je détesterais pas. C'est quand même beaucoup de boulot. Donc, oui. S'investir dans la carrière de quelqu'un, j'aurais plus le temps aujourd'hui. Tu sais, j'aurais plus de... la passion est encore là, par contre. Mm-hmm. Je travaille encore avec l'équipe d'Audiogramme qui était, elle aussi, parce qu'on n'a pas dit qu'en 2018, MP3 a été racheté par Québécois. Et Audiogramme aussi, en 2019, je crois, je pense que c'était l'année suivante. Ou peut-être avant moi, je ne me souviens plus, mais aujourd'hui, je collabore encore toujours sur des projets qui sont sous la bannière MP3, comme directeur artistique. Puis ça me plaît encore. Le feu est encore là. Puis là, ça fait quand même un petit bout de temps que tu n'as pas fait de disque, là, mais... Je suis en train d'en faire un. Exact, c'est le fun. On va en reparler tantôt, mais je veux juste... Il y a un des aspects qui m'a toujours fasciné dans la conjoncture actuelle particulière.
c'est que toi, ça a pris des années avant que tu acceptes que tes catalogues de MP3 soient disponibles sur les plateformes de diffusion. À un moment donné, ça t'avale parce que t'as plus le choix, mais t'as mené des combats comme ça contre l'industrie, tu t'es élevé contre certaines affaires. Fait que là, t'as décidé justement de pas mettre ça disponible. Tu voulais vendre des disques. Qu'est-ce qui faisait que tu y croyais pas? T'avais pas confiance? Ben, je savais bien que ça allait être ça l'avenir. Je le voyais bien, j'étais pas fou, là, mais ils se vendaient encore des disques. Il y avait encore un public qui était acheteur de disques, qui aimait l'objet. Moi, le premier. Et si ça venait à tomber, ça, par exemple, Spotify et compagnie, et que l'objet redevenait... en fait, ça redevient un peu, parce que le vinyle effectivement, redevenir pour certains mélomanes, mais bon, c'est pas à des quantités comme on en vendait à une époque. Mais si on ramenait quelque chose de physique qu'on tient dans nos mains, moi, je serais le premier, tu sais, à en acheter encore. J'en ai acheté jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais on n'a plus rien pour les faire jouer dans nos voitures. Donc, j'achète, mais sur iTunes, tu sais, je continue d'acheter. C'était plutôt une question de conviction puis de nostalgie qui te faisait ralentir à ce niveau-là? De ne pas rendre disponible les... Ben, c'est pas ça. C'est que dès que tu les mets là, plus personne va les acheter. Mais il y a quand même une comptabilisation qui se fait. Oui, mais qu'est-ce que ça rapporte aux artistes? Absolument rien. Ça rapporte que dalle. C'est comme devenu un outil de promotion, mais c'est plus quelque chose avec lequel tu peux gagner ta vie. Tu sais. Moi, dans mon temps, on tire un revenu de la vente de disques. Il y avait quelque chose de tangible. Puis ça coûtait de l'argent à produire et ça coûte encore de l'argent à produire. Quand tu entres dans le studio, là, tu t'en sors pas en bas de... tu sais, je parlais tantôt de 100 000. À l'époque, une production, ça coûtait facilement 100 000. Maintenant, c'est moindre, par contre. Oui, aujourd'hui, étant donné la conjoncture du disque, tout le monde est conscient, donc les studios ont baissé leur prix un peu, puis les musiciens essayent de faire des concessions, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de la maison ou dans des studios maison. Donc, on peut s'en sortir à moindre coût, mais on vient de faire l'album de Paul Darèche, puis ça frôle les 50 000 encore, là, tu sais, puis... là, on est juste dans la production d'album en soi. Là, on n'est pas encore dans la mise en marché, puis la mise en marché, ben, ça va quand même coûter des sous. Donc, on met de l'argent, mais il n'y a pas vraiment de retour sur investissement. Ça fait que il n'y a pas une business au monde qui accepterait ça. Il n'y a pas un restaurant qui dirait ou qui accepterait, par exemple, qu'en face de chez lui, il y a un autre resto qui ouvre, puis que pour 10$ par mois ou 12$ par mois, tu viens manger tant que tu veux, le nombre de fois que tu veux, à tous les mois. Alors que lui, ben, il y a un menu qui, tu sais, tu t'en sors pas en bas de 100$ pour un couple, là, puis avec une bouteille de vin. Tout le monde va aller à la place à 12$. Tout le monde va aller là. T'as une façon de l'exprimer qui a peu été faite. Non, mais parce que c'est de la business. Ouais. Tu sais, je veux dire, le gars qui vend des jeans, là, il l'achète, il paye un certain prix, puis il fait sa marge dessus, puis il le revend, puis s'il ouvre un gros magasin... Shop de location de jeans. Tu payes 20$ par mois, puis tu vas t'en changer tant que tu veux, puis... personne n'accepterait ça. Puis nous, on a laissé faire ça, puis on s'est laissé berner, puis on s'est laissé... on a cru que c'était de même maintenant. Puis l'autre là-bas, lui, en Europe de l'Est, je serais curieux d'y voir la cabane, tu sais. Puis plein aux as, grâce à nos contenus. Et pas juste les nôtres, là, les contenus de tout le monde sur la planète. Je pense encore comme ça. Il y a peu de monde qui pense comme ça aujourd'hui, mais il y a encore des artistes qui disent... Qui décrivent ça. Qui sont conscients qu'on ne peut pas gagner sa vie décemment
avec sa musique aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui s'en tirent bien. Je vois aller Charlotte Cardin, puis ils ont réussi à se bâtir une renommée. Il y en a d'autres, là. Il n'y a pas juste elle, mais ils font des spectacles, puis ils réussissent à faire. Fait que quand tu l'as laissé aller, toi, puis tu t'as ouvert les catalogues. Quand je l'ai laissé aller, j'ai vendu mon entreprise en 2018, et puis il est arrivé à la pandémie. Quand on m'a dit, Mario, t'es-tu d'accord à ce que les magasins étaient fermés, il n'y avait plus rien ouvert, t'es-tu d'accord à ce qu'on libère ton catalogue? Mais là, j'ai dit oui. Ouais, puis t'étais plus impliqué. De toute façon, ça m'appartenait plus. Je ne pouvais pas leur dire non, là. C'était leur propriété, le catalogue leur appartenait. C'est juste pour ça que mes chansons s'y retrouvent. Mais moi, je ne me prendrai pas de compte sur Spotify. Ni sur Apple. Hier, j'ai eu comme une sollicitation là, pour 3 mois gratuits, puis j'ai failli, mais non. Non. Tu vas encore acheter physiquement. J'achète physiquement parce que je pense aux artistes, puis et quand il sort des nouveaux artistes qui ont des bons albums, je l'achète. Un autre des combats aussi que tu as eu pendant certaines années, tu sortais fréquemment contre, entre autres, la disque. Oui, bien. Ça semble s'être un peu réglé. On en a parlé avec Bruno Pelletier. Il est arrivé quelque chose de vraiment le fun. Oui, ça va. Il y a quelques années, où vous avez été invité à chanter les chansons de l'un et l'autre. Oui. Est-ce que ça a comme... Ça t'est... Oui, ça t'a recollé un peu avec l'industrie puis la disque? Oui, absolument. Avec les dirigeants, puis... la directrice artistique, j'ai oublié son nom, là, tout à coup. Là, La présidente? Non, la présidente, je connais, mais celle qui nous a réunis, Bruno et moi, j'ai un blanc pour elle, je m'excuse. Ça va peut-être me revenir tantôt. Quand elle nous a réunis, j'ai déjà fait part, moi, à elle, de mes mécontentements et tout, puis elle me disait, mais t'as juste à devenir membre de la disque ou sur le comité, puis... J'étais membre de la disque pourtant quand j'avais ma maison de disque, mais je ne faisais pas partie du comité. J'avais un droit de vote, peut-être. C'est juste que moi, je ne trouvais pas normal que ça faisait 20 ans. Là, j'ai décroché parce que j'ai 61, puis regarde, j'ai le nez plein de Félix. Le nez plein de Félix. On a des boîtes. Non. Quelque part dans le sous-sol du vignoble. Ils sont au vignoble, mais non, en monte, quand même. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Sont-ils plus pesants, les anciens, ou les nouveaux? C'est pas mal pareil? C'est pas mal le même poids, mais les anciens, ils oxydaient, ils venaient foncer. Et puis, qu'est-ce que je disais, là? Puis, moi, c'est ça, ça faisait 20 ans, on parlait de l'album 7 tantôt. L'album 7, là, ça a commencé là. J'ai gagné la chanson de l'année. Ouais, avec Je ne t'aime plus. Wow. L'album n'était pas en nomination et l'interprète non plus. Mais la chanson l'était et j'ai gagné la chanson de l'année. Pour moi, ça a été comme un beau pied de nez parce que c'était un album que je produisais. C'était l'auteur-compositeur à quelque part. C'était l'interprète, puis c'était le producteur. Puis c'était l'album en même temps. Pour moi, c'est ça que ça voulait dire. Je l'ai pris de même. Mais j'avais pas compris pourquoi je n'étais pas en nomination. Ben, à partir de là, j'en ai fait des albums après qui ont eu des succès, qui ont été en nomination. Puis jamais j'étais là comme interprète. Il y en a eu, là, mon album de Noël. Mon album de Noël était en nomination, j'étais pas là comme interprète. Il y a eu Toujours de nous, l'album avec Michel Legrand. J'ai gagné l'album le Félix, l'album jazz de l'année. J'étais pas là comme interprète. S'il y a un projet d'interprète, c'est bien celui-là. Un homme qui vous ressemble, j'étais en nomination. L'album, l'interprète y était. Et pourquoi? J'ai jamais compris. Je comprenais pas. Et puis je t'ai nommé même pas tous. Là. On a eu l'album Le meilleur vendeur. Tu demandais pas de gagner, tu voulais juste être reconnu pour avoir une nomination. Ben non, il y en avait d'autres qui le méritaient autant que moi. Tout le monde, d'ailleurs, qui se retrouve là. Mais je comprenais pas pourquoi que j'avais des projets qui fonctionnaient, qui marchaient, une tournée, un album. L'album est en nomination, la chanson. Elle fait partie des chansons de l'année, mais l'interprète ne faisait pas partie du... Je le disais, là. Je faisais partie
faisais part de mes... Est-ce que tu avais l'impression que tu paraissais comme une espèce d'artiste aigri? Sûrement, mais je trouvais pas ça normal. Fait qu'à un moment donné, ça fait mal. C'est comme si tu n'étais pas reconnu par tes pairs. Puis ça fait... C'est pire, ça, que... Non, j'allais dire, c'est pire que si le public, c'est pas vrai, parce que le public, quand le public est là, c'est ça ton... Oui, c'est ça ta paye. Là, ta plus belle récompense. Ouais, exact. Mes salles, elles sont pleines. Puis, et d'ailleurs, c'est ça qui m'a consolé. Je me suis dit, bon, que l'industrie me reconnaisse pas comme un... Le public est au rendez-vous. Le public est là. Alors, j'ai fini par décrocher. Mais après, je me suis insurgé pour les artistes que je produisais. Parce que l'ayant vécu moi-même, ça me choquait quand eux... Mais donc, ce moment-là avec Bruno a dû être une espèce de... Ça a été un beau mois, justement. Et ça a été aussi l'occasion de partager la scène avec Bruno, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion. C'est un gars que je considère énormément. Une grande voix. Qui est à nouveau, lui, en nomination comme interprète au plus récent gala de la disque. Et c'est ça, c'est un gars que j'ai toujours beaucoup respecté, puis c'est un vrai fin, tu le connais. Ouais. Puis on dit ça souvent, je sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire qu'un vrai fin et qu'un faux fin. Là. Ce que vous voyez de ce que ce gars-là envoie, c'est ce qu'il est dans la vie. Effectivement. Fait que c'était le fun. Mais d'ailleurs, dans l'album que je suis en train de faire, c'est un album de duo, de chansons originales. On a-tu genre un scoop, là? Non, je l'ai dit à quelqu'un. OK, c'est bon, juste être sûr. Mais je te le dis à toi. Là. Je fais un album de duo de chansons originales. Je voulais pas faire un album de duo de mes vieilles chansons. Ça a été fait par d'autres et bien fait. Donc, j'avais plutôt envie qu'on se rencontre sur une chanson, qu'on découvre et qu'on crée ensemble. Alors, il y a Bruno, il y a Garou, Isabelle Boulay, Angout. Ben oui, avec qui tu as travaillé depuis très longtemps. Ginette Renault. Des interprètes moyens. Là. Il y en a plein d'autres, mais je ne veux pas tout des interprètes vraiment moyens. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant, juste vite, je trouve ça vraiment le fun que tu le dises. J'ai pas envie de refaire les mêmes chansons que j'ai fait ou déjà dans le passé, que tu refais nécessairement en spectacle, mais comme d'autres l'ont fait. Mais quand certains l'ont fait, tu sais, Claude Dubois, quand il a fait un album de duo de ses chansons... Il a fait duo, il a fait piano-voix. Je pense que c'est le premier qui a fait ça, un album de duo de ses chansons. Oui, c'était Ça a marché fort. Ça fonctionne. Ça a marché fort. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Claude à ce moment-là. T'sais, Claude, il part, il revient, il fait des retraits comme ça, et il est revenu avec cet album-là qui était très, très fort. Puis je l'ai fait avec moi-même, avec Paul Darèche, avec ses chansons. C'est des chansons que son public connaissait, mais que le grand public ne connaissait pas nécessairement. Donc, on les découvrait ou on les redécouvrait avec ces interprètes-là. Mais là, moi, mes chansons, là, Pleure dans la pluie, ça tourne encore, on les entend encore, puis on entend encore Voyager sans toi, des fois, dans des télés. À chaque fois qu'on m'invite, on me demande de faire un medley de ça, puis... Tu sais, à un moment donné, je ne vais pas faire ça encore en duo, là, tu sais, je trouvais que ça faisait réchauffer, puis... Mais quelle de tes chansons tu voudrais chanter le restant de tes jours? Si tu en avais 3, mettons, tu dis, moi, si je peux faire ça, là, si ça peut mettons, teinter ma carrière, de dire ça, là, puis t'en as des grandes. Je ne t'aime plus, ça reste une chanson que j'aime encore chanter, même si ça fait plus partie de ma réalité, là, c'est plus ce que je vis, mais... Puis Claire doit être écœurée de l'entendre. Oui, Parce que... Oui, mais... Sauf que j'avais demandé la permission avant de la chanter, avant de l'enregistrer. Pour vrai? Ben oui, j'ai fait écouter, puis j'ai dit, tu sais, Claire, parce qu'on est revenus ensemble, j'ai dit, regarde ce que j'ai écrit pendant qu'on était séparés, puis elle m'avait dit, enfin, pour une fois, tu chantes quelque chose de vrai, quelque chose que tu ressens. Elle dit... Il y a comme ce que... Elle s'est quand même payé la traite. Enfin, pour une fois que tu chantes quelque chose de vrai. Tu sais, la chanson est écœurante, tu l'interprètes vraiment bien, mais tu sais, avant, c'était pas ça. Je te donne la permission de la chanter, mais... Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, avant, tu chantais du verbiage, des mots qui s'agençaient bien.
Fait qu'elle sortait pas avec toi pour ça. Oh non, ben non, elle me connaissait même pas. On se connaissait pas. Claire, elle avait été avec un Marocain avant moi pendant quelques années, tu sais, puis elle vient de Montréal, puis elle se fait plus avec des anglophones. Ses amis, c'était des anglophones, principalement, donc je la connaissais pas qui j'étais ou ce que je faisais. Fait que tant mieux pour ça. Donc, les chansons « Je ne t'aime plus », oui, je continuerai de la chanter encore longtemps, aimer. Pleurs dans la pluie, j'étais un peu tanné, mais... surtout que c'est pas une chanson originale, hein? Tu peux peut-être raconter vite l'anecdote quand tu t'es rendu compte que... Je l'ai dans mon iPhone, la version originale. En fait, c'est que moi, je pensais que c'était original. On m'avait dit que ça avait été écrit pour moi. Je l'ai cru. Pourquoi j'aurais douté de ça? Tu sais, Vito, je ne voulais pas le nommer, mais je ne veux pas qu'il m'en veuille. On dira pas son nom de famille. On dira pas son nom de famille. J'allais raconter souvent. Il le sait. De toute façon, on s'est revu après. Puis il sait bien qu'on est passé à autre chose. Mais il m'avait dit que, tu sais, il travaillait avec Céline, puis il allait chercher des superbes chansons pour elle un peu partout dans le monde. Donc, pourquoi j'aurais mis sa parole en doute? Il me dit que c'est écrit pour moi. Fait que je l'enregistre. Et puis un jour, je suis avec un journaliste libanais, puis il me dit, vous aimiez beaucoup Tears in the Rain de Robin Beck. Il dit, c'est pour cette raison que vous avez décidé de faire une version. Tu dois avoir juste reculé un pas. Hey, moi, là, pardon? Je comprenais pas ce qu'il me disait. Puis là, mais quand j'ai entendu Tears in the Rain, je traduisais, là, tu sais, puis j'ai répondu, oui, j'aimais beaucoup la chanson, effectivement. J'étais tabarnak. En même temps, c'est pas grave, tu sais. Il aurait pu me le dire, c'était un hit. Moi, j'ai fait un plus gros hit, moi, avec cette chanson-là, que Robin Beck en avait fait une. Ça avait même marché pour elle. La preuve, c'est qu'on ne la connaissait pas vraiment, la version anglaise. Donc, je l'ai dans mon téléphone. Fait que celle-là, si tu peux arrêter de la chanter, c'est pas avec celle-là que tu sortirais, là. Je peux pas arrêter de la chanter. C'est ça. Il y a plein de gens, toutes les semaines, qui m'envoient ils sont sur le party, ou ils sont dans un karaoké, ou ils sont dans le sud, ou ils sont... Nariman, que tu connais, là, récemment, à Singapour, puis elle m'envoie ça, ben, ils sont tous en train de chanter « Je ne t'aime plus ». Au karaoké. Penses-tu que je peux arrêter de chanter ces chansons-là? Ben, clair que non. C'est sûr, chansons de karaoké, ça, puis plus haut que moi, avec Céline, c'est sûr. Aznavour, là, quand bien même qu'on lui aurait demandé de plus chanter la bohème, il était peut-être écœuré, mais ça faisait partie tellement de façon indélébile. Hey, j'ai envie d'aller juste un petit peu plus loin avec ces chansons-là qui sont vraiment marquantes. Moi, une des choses qui m'a vraiment frappé, puis ça doit tellement te faire plaisir comme artiste de voir un autre d'une génération plus jeune interpréter une de tes chansons puis de ramener ça à quelque chose de différent. Moi, quand ça a été fait à la voix, j'ai tout de suite écrit à Roxane, j'avais capoté sur sa version, puis j'avais dit, Roxane, j'espère que tu vas l'enregistrer. Elle disait, on est en train d'organiser quelque chose avec ça, puis je suis content que tu dises que, justement, elle a fait en show, mais elle a fait en show. C'est une chanson qui, tu sais, t'aurais pas... Ça aurait jamais naturel de faire « Je ne t'aime plus » Roxane Bruno. C'est pas tout à fait son genre. Ce qu'elle fait, c'est presque du slam, c'est presque... Tu sais, elle a vraiment un style, un son qui est à elle, qu'elle a imité de personne. Et c'est moins mélodique que cette chanson-là ou que ce que je fais. Mais ce qui a révélé quand même un timbre de voix magnifique, tu sais. On le savait, là, on l'entend, son timbre de voix, mais là-dedans... Mais l'image qu'on a de toi qui est comme un peu impressionné. Ben, je l'ai c'était beau. Elle a vraiment fait une belle version. Ah, c'est génial. Vite, tu as plein de projets. Il y a évidemment le vignoble. Tu sais, quoi, tu as acheté cet endroit-là en 2007 à peu près. Puis tu as planté les vignes, puis... Fait que ça prend du temps avant d'en arriver. T'es un gars, quand je disais t'es patient dans certains de tes projets, ça, c'en est un. J'avais 43 ans quand j'ai démarré ce projet-là. Ça fait presque 20 ans. Là. Et
c'est un projet de retraite, mais Tu pensais qu'il serait tranquille? ben, c'est tranquille, mais c'est parce que, tu sais, j'avais full énergie à 43 ans. Ouais. Je l'ai encore, là. Puis c'est dit, je vais me Et faire j'ai une moins petite qu'à- salle de spectacle pour chanter mes Et tunes. moins qu'à 43. Puis ils vont me dire, arrête. Ben ça, je savais pas ça, qui me dirait j'arrête. Tu sais, j'ai les permis de toutes les comment dirais-je, là, De toutes les structures Toutes les gouvernementales, paliers. j'ai le permis. Mon permis RACJ pour servir de l'alcool, je viens d'avoir le renouvellement cette semaine. Et puis ça dit spectacle, permis d'alcool avec spectacle. J'ai le permis de la municipalité, j'ai le permis du MAPAC qui me permet 300 places. Puis on va de l'avant, puis hop, on reçoit une tuile dans la tête, puis non. C'est encore sur le petit projet qui était supposé d'être le fun, tranquille, pour ralentir un peu. Ah oui. Mais là, cette année, tu as décidé que ça repartait, parce que là, tu as des indices qui disent que... Ben, la ville a changé le schéma d'aménagement, bien qu'ils étaient en accord avec ça depuis longtemps. Moi, le maire, je le connais bien, là, puis tu sais, je l'avais invité chez nous pour voir. Dès qu'on a fait l'ouverture officielle, on avait lancé l'album là. Puis il avait trouvé ça génial, puis il dit c'est sûr que ton projet, ça va fonctionner, puis on est derrière toi. Et puis là, ils ont changé le schéma d'aménagement pour autoriser non seulement chez nous, mais partout, tu sais, des spectacles. On cherche des idées pour attirer les gens chez nous, pour vendre nos produits. C'est de l'agro-tourisme. C'est exactement comme il se fait partout ailleurs, là, en France, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien ou en Ontario. Ça existe partout, le no-tourisme qu'on appelle en France. Tu sais, et je précise, là, je crois à la protection du territoire agricole. Je crois qu'il faut protéger le territoire agricole. Je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, depuis le début du projet... Mais il continue à être agricole, ce territoire-là. Tout à fait. Même s'il est exploité autrement. Ben, en fait, je ne l'exploite pas autrement. Je l'exploite avec l'agriculture c'est un ajout. principalement. C'est complément à l'agriculture et c'est pour attirer les gens chez nous, pour faire connaître le vignoble et vendre des produits. Moi, je crois en l'agriculture, puis je crois à la protection. Tu sais, je l'ai dit, puis c'est sorti des médias, là, que je ne suis pas un hors-la-loi. Puis, tu sais, je respecte l'autorité. Sauf que quand l'autorité ne fait plus de sens, l'année passée, moi, j'ai arrêté. Puis, à 2 pas de chez moi, il y avait un vignoble, puis il y avait toute une présentation du spectacle pendant tout l'été. Puis, il n'a pas été arrêté. Fait que là, si c'est une loi, il faut que tout le monde soit assujetti à la même loi. Il ne faut pas qu'on me réponde, puis c'est ce qu'on m'a répondu, on a 7 inspecteurs sur la route, puis on fonctionne par plainte. On n'a pas le temps. Ben là, parce qu'à un moment donné, si c'est une loi, il faut que tout le monde la respecte. Et tu sais, quand ça a été mis en place, cette commission de la protection du territoire agricole, en 1976, il n'y avait pas de vignoble au Québec. C'est arrivé en 82, le premier vignoble. Là, on est des années plus tard. Et la méthode de consommation, puis les habitudes de consommation ont changé chez les gens. Ils viennent voir l'agriculteur, puis ils viennent connaître et viennent découvrir les produits. Mais il faut qu'on s'ouvre parce que les agriculteurs en arrachent. Et il faut qu'on les aide, pas qu'on leur mette des bois dans les roues. C'est plus que temps que ce soit assoupli, ces règles-là, puis qu'elles soient adaptées à la réalité d'aujourd'hui, tu sais. Fait que quand on va te voir, on boit quoi? Du vin. Oui. Tu montes ton vin, Mario? Il était carré. Attends, elle a dit ça l'apporter. Je ne l'ai pas. Mais il faut que j'aille voir ça. Pour vrai, je peux aller. Ben, c'est pour ça que je ne l'ai pas apporté. C'est ça, je vais être obligé d'aller faire un tour, mais ça va me faire plaisir d'y aller cet été, s'il peut rester de la place, là, parce que ça part vraiment vite. Ouais, mais je vais t'en faire. Bon, mais parfait, j'aime ça. On le sait, mais on va se voir cet été. On va aller à Saint-Joseph-du-Lac. Tu vas voir que c'est magnifiquement beau. Ah, j'ai hâte. Tu me fais faire le tour du propriétaire. Et du propriétaire et du village. Je vais t'amener partout voir j'aime ce qu'il y a ça. de beau autour. C'est, dis-le, c'est Pelchat. Dolmen Pelchat, le maître Auger. Le maître Auger, c'est le nom de Claire. Il y a des gens qui pensent que c'est des avocats qui sont des co-actionnaires avec moi. C'est vraiment le nom de famille de Claire. Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Ben, écoute, de faire une belle retraite parce que je sens ça poindre tranquillement. Pour vrai? Ben, éventuellement, il va falloir, tu sais. Ouais, mais Aznavour a chanté jusqu'à 92. Aznavour, Puis tu chantes Aznavour, fait que... c'est ouais.
tout est dans tout. C'est une exception à la règle, Aznavour. Il y a eu un parcours. Puis il a commencé plus tard que moi. Là. Mm-hmm. Ça a été tough pour lui de commencer, c'est ça. C'est sûr qu'il a commencé jeune à faire de la musique, mais sa carrière, elle a démarré pour vrai, il avait plus de 40 ans. Donc, c'est bien évident qu'il n'avait pas le goût que ça se termine. Là. Mais moi, ça va faire bientôt 50 ans. Là. Ben, tu sais, dans 5 ans, ça va faire 50 ans. Puis, je suis fatigué. Est-ce que tu trouves ça, pour vrai, est-ce que tu trouves ça épuisant aussi, entretenir ta voix, parce que t'es un chanteur? Non, mais ça, maintenant, aujourd'hui, la chanson est devenue presque une vacance pour moi. Quand j'arrive sur scène, j'ai l'impression que, même si c'est un travail, je ne veux pas amoindrir le travail que ça représente, ni les efforts que ça demande, mais c'est un détachement. Le média prend beaucoup d'espace, beaucoup de temps, il y a beaucoup d'administration. Ce qui se voulait un projet de retraite, et finalement, il y a plein de gens qui me l'ont dit au début. C'est une seconde carrière. L'ouvrage, il avait raison. C'est passionnant, ça me passionne tout autant. C'est beau en ce moment, là, on est en train de tailler, puis c'est presque pas croyable que de ce petit plan-là, une vigne, quand elle vient d'être taillée, t'as l'impression qu'il ne sortira rien de ça. T'sais. Et à chaque année, de voir ressortir les pampres, et puis... le raisin arrivé, puis jusqu'au vendange. C'est magnifique. Puis là, avec la terre qu'on a achetée voisine et qu'on est en train de planter, bien, ça prend de l'ampleur, tu sais, puis quand je vais au bout de la terre, puis je me dis, allez, on a tout bâti ça, c'est... Bon, fallait qu'on soit un peu fou, peut-être, mais travaillant, toujours est-il. Mais c'est le fun de voir le brillant dans tes yeux quand t'en parles, mais on comprend qu'éventuellement... doucement. Ben, il va falloir comme on n'a pas de relève, il va falloir un jour qu'on pense à passer le flambeau. À moins qu'il y ait un neveu, une nièce qui arrive et qui dit, ben moi, je veux continuer ma longue madame. Mais là, à ce moment-là, ce serait le fun, tu sais. Ça resterait... Mais que ça reste dans la famille ou pas, il restera quand même qu'on bâtit quelque chose il y aura de la pérennité, tu sais. Longtemps après nous, ça existera. Une vigne, ça vit 100 ans, là. Puis la pérennité aussi, tu l'auras avec tes chansons. Peut-être. Ils feront jouer dans les vignes. Mario, je termine là-dessus. Si tu avais un conseil à donner à Mario Pelchat, plus jeune, ou à un jeune qui débute dans ce milieu-là, selon ton expérience, ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à cette personne-là? Ah, ben, je dis tout le temps aux jeunes d'apprendre la business, de lire leur contrat, d'être vigilant, de ne pas signer trop vite, de bien s'entourer. Ça, c'est ultra important. Moi, j'ai pas su bien m'entourer. J'ai manqué de confiance en moi, mais c'est jamais trop tard. Et de ne pas se leurrer, surtout, tu sais. De travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, mais de ne pas le faire pour l'argent. D'ailleurs, moi, ça n'a jamais été mon moteur. Puis c'est tout à fait vrai ce que je te dis. Il y en avait, il n'y en avait pas. Puis j'étais heureux dans la disette comme dans l'abondance. Fait que il faut pas que ce soit le moteur. Il faut vraiment que ce soit parce que t'as ça dans le ventre et c'est criant et que tu as un désir de t'exprimer. C'est ça. Il faut que ce soit ça le moteur. L'argent, ça viendra de surcroît. Et c'est vrai pour tout, hein. Tous les métiers. Merci, Mario. Pour vrai, ça me fait toujours plaisir. J'adore ces conversations-là. Je te sais disponible. T'es passionné pour vrai, comme vous l'avez constaté là. Puis là, on a rendez-vous cet été au vignoble, sûr et certain. Oui. Puis, on va boire un verre ou 12. J'aime ça. Parfait. Puis là, profitez-en pour aller le voir en spectacle, là, parce que là, on l'a compris, là, ça achève peut-être, on ne sait pas. Non, ça achève pas. C'est quand même quelques années. Je me donne au moins jusqu'à 70, là. Fais-nous donc un petit oh-oh avant de partir. Oh. Merci, Mario. Vraiment cool. Merci à vous.